En 1995, le Washington Post élit un certain Genghis Khan homme du millénaire. Mais alors, qui est ce fameux Genghis Khan? Et qu'a-t-il fait pour être élu homme du millénaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au XIIe siècle, un jeune mongol issu d'une tribu nomade va presque à lui tout seul instaurer ni plus ni moins que le plus grand empire de l'histoire. Ce n'était pas seulement un chef hors du commun, c'était aussi un guerrier redoutable, craint par presque tout le monde médiéval, allant de la Chine jusqu'au cœur des cours européennes. Il est l'un des plus grands conquérants de l'histoire. Vu par certains comme un héros et par d'autres comme un barbare sanguinaire, on va voir qui était Genghis Khan. Et surtout, qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller casser la gueule à la moitié de la planète. C'est vers 1160 que naît le jeune Temujin, le vrai nom de celui qui deviendra Genghis Khan. Sa naissance s'accompagne d'un présage. Il naît avec un caillot de sang dans la main, signe pour certains d'un grand avenir. Il est le fils aîné de Yesugei, un puissant chef d'une tribu mongole, les Borjigun, et Oh-Elun, sa mère, considérée comme la femme principale de Yesugei. Oui, les chefs de tribus mongols pouvaient avoir plusieurs femmes. Et Oh-Elun, la mère de Temujin donc, a rencontré son père d'une façon très romantique. Bon, en fait, elle a été enlevée à une tribu rivale pour être offerte en mariage à Yesugei. Comme ça vous annonce direct la couleur, hein. Les Mongols n'étaient pas des tendres, très loin de là. Et faut avouer que l'environnement dans lequel ils vivent ne les aide sûrement pas. Le peuple mongol est un peuple de nomades qui vit dans une région reculée de l'Asie centrale, située entre, au sud, le désert de Gobi, l'un des plus arides au monde, à l'est la Mandchourie, province chinoise, et au nord le lac Baïkal, entouré par les vastes forêts sibériennes. Les Mongols vivent en effet dans un milieu assez inhospitalier, on est entre l'Europe et la Chine, donc assez éloigné de toutes les grandes civilisations. L'hiver, les températures sont glaciales. Lorsque le printemps arrive, la neige fond et transforme le sol en boue. Et quand vient l'été, il y fait très chaud. Et pour couronner le tout, même si on parle de peuple mongol, il n'y a aucune union au sein de ce peuple. Les Mongols sont divisés en de nombreuses tribus, qui se foutent sur la gueule assez régulièrement. Et vous allez voir que par moments, c'est limite du Game of Thrones. C'est tellement le bordel dans cette région, que les Chinois parlent de la région sauvage des barbares. Et c'est en partie pour ça qu'ils commencent à ériger ce qui deviendra la Grande Muraille de Chine. Mais du coup, on peut se demander comment un peuple fait pour vivre là-bas. Les Mongols sont des nomades, entendez donc qu'ils ne vivent pas dans un endroit précis. Ils se déplacent régulièrement. Avec leurs chevaux qui les rendront célèbres, ils parcourent parfois plus de 100 km en une journée pour trouver de nouvelles terres. Lorsqu'ils s'installent, leur bétail, généralement des chevaux, moutons et vaches, leur donne suffisamment de viande et de lait pour survivre. Et à côté de ça, quelques récoltes, la chasse et la pêche vient complémenter leur alimentation. Et lorsqu'ils ont trouvé un lieu correct pour s'installer quelque temps, ils y montent leur célèbre yourte. Et c'est dans ce milieu hostile que grandit Temujin. Et à 9 ans, comme le veut la tradition, son père souhaite qu'il se fiance. Il choisit Burté, la fille d'un autre chef de tribu qui fera un bon parti. Et toujours en suivant la tradition, Yesugei laisse son fils quelque temps au sein de sa belle famille, histoire que les deux futurs mariés, bon ils ont 9 ans, commencent à se connaître. Mais c'est durant son séjour chez sa future femme que la vie de Temujin bascule. Un messager vient apporter une terrible nouvelle. Son père vient de mourir, empoisonné par les Tatars, une tribu rivale. Quand je vous disais que c'était du niveau de Game of Thrones, je déconnais pas, hein. Entre les enlèvements de femmes pour les marier de force, les mariages arrangés d'enfants de moins de 10 ans et les repas empoisonnés, tout y est. Mais bref, après la mort de son père, Temujin et sa famille ne sont plus rien. Ils sont complètement lâchés par leur tribu, car Temujin est trop jeune pour reprendre le flambeau de son défunt père. Ah puis ils sont trahis par un cousin de Yasugei, un chef d'une autre tribu, qui en profite pour prendre sa place. Ce n'est qu'un jeune adolescent, mais Temujin est déjà une menace pour eux, puisque il pourrait dans le futur demander à récupérer son titre de chef. Du coup, pour se débarrasser de lui, il se lance à sa poursuite. Après un temps à vivre dans les montagnes, à se nourrir de rats et de racines, la famille de Temujin est rattrapée et il est capturé. Il est pendant un temps réduit en esclavage. Il doit servir les boissons et il est constamment humilié. Ce qui est pour un fils de noble, de base destiné à devenir chef de son clan, une terrible frustration. Pour le moment, il ne peut rien faire, il prend sur lui, mais quand l'heure sera venue, sa vengeance sera terrible. On ne sait pas grand chose de ce qu'il advient de Temujin pendant un certain temps, si ce n'est qu'il ne parvient à s'échapper. C'est désormais un jeune adulte lorsqu'il décide d'aller récupérer Burt, la femme qui lui était promise lorsqu'il était enfant. Il la retrouve et ensemble se marient, elle lui donnera 4 enfants et sera à ses côtés pour le conseiller toute sa vie. Désormais c'est bon,
Temujin peut se lancer à la reconquête des territoires de son père. Pour cela, il se sert de l'appui de sa belle famille et d'anciens alliés de son père. Mais un autre événement va profondément le marquer. Alors qu'il est sorti chasser, sa femme, Beurté, se fait enlever. Elle est enlevée par les Merkites, une autre tribu mongole rivale qui assouvit à ce moment une vengeance vieille de plusieurs années. Car comme la vengeance est un plat qui se mange froid, vous allez voir qu'on est très haut dans la sournoiserie. Oelun, la mère de Yasuke, je vous avais dit qu'elle s'était fait enlever. Et à la base, sa mère est une Merkite, et elle était au début promise à un autre homme lorsqu'elle a été enlevée. Et ça, les Merkites l'ont plutôt mal digéré, mais à l'époque, Yasuke était bien trop puissant pour eux. Alors ils ont attendu 20 ans pour se venger sur son fils. Ouais, plutôt rancunier. Temujin va mettre près d'1 an avant de retrouver sa femme. Elle a été violée de nombreuses fois, et lorsqu'il la récupère, elle est enceinte de 8 mois. L'enfant n'est évidemment pas de lui, mais il décide qu'il l'élèvera comme son propre fils. Sa vengeance sur les Merkites est particulièrement violente. Bon, en gros, il déboule et fait buter tout le monde. Temujin se montre alors en vrai stratège, mais aussi en tant que guerrier redoutable. Il pose les bases de ce que deviendra la future grande armée mongole, la plus crainte au monde. Et quels sont les ingrédients pour faire une armée crainte de tous? C'est assez simple, il y a 2 choses. D'abord leurs chevaux. Les Mongols, du fait de leur mode de vie, sont d'excellents cavaliers. Ils se déplacent vite et sont capables de manœuvres rapides qui jouent sur l'effet de surprise face à des ennemis qui se retrouvent alors pris de court. Et le second, ce sont leurs arcs. Des arcs composites recourbés avec cette forme assez particulière qui leur permet de tirer des flèches d'une puissance sans pareille, capable de percer n'importe quelle côte de maille avec une portée de plus de 200 mètres. Et lorsque l'on combine les deux, ça donne des archers montés sur des chevaux qui sont redoutables sur un champ de bataille. Leur tactique consiste à faire semblant de fuir avant de se retourner, décocher une salve de flèches meurtrières sur des ennemis qui ne comprennent même pas ce qui leur arrive, avant de finir le tout par une charge au sabre. Cette maîtrise de l'art de la guerre, couplée par un talent de leader indéniable, Temujin assoit sa position de chef, et en 1189, il réunit différents chefs de clan pour se faire nommer Khan, le plus haut titre au sein du peuple mongol. Temujin est désormais souverain des Mongols, mais pour lui ce n'est qu'un début. L'heure de la vengeance a enfin sonné pour le jeune Khan. Il va enfin pouvoir se venger des Tatars, ceux qui avaient empoisonné son père. Pour cela, il s'allie aux Chinois de la dynastie des Jin, qui eux aussi sont en guerre contre les Tatars. Temujin déferle alors avec son armée de 40 000 hommes sur les Tatars, et fait une nouvelle fois un joli massacre. Les hommes qui ne sont pas morts au combat sont décapités, et il fait réduire les femmes et les enfants en esclavage. Après cette victoire éclatante, quasiment toutes les tribus mongoles se rangent derrière le Khan. Du jamais vu pour un peuple habitué à se faire la guerre depuis des siècles. En 1206, régnant désormais en maître sur tous les Mongols, Temujin prend un nom désormais célèbre, Genghis Khan, qui signifie souverain universel, symbole de la mission divine dont se sent investi Temujin. Et pour que toutes ces tribus restent désormais unies, Genghis Khan met en place un code de loi appelé la Grande Nyassa, parmi lesquels figure l'interdiction d'enlever des femmes pour les épouser, la fin des titres de noblesse, du coup c'est lui le chef et puis c'est tout, et enfin le plus intéressant, la tolérance religieuse. Car oui, le projet de Genghis Khan est désormais que son empire s'étende le plus loin possible. Et pour ça, il n'a pas envie d'imposer sa culture, sa langue ou sa religion. Juste son mode de vie. Ça s'oppose totalement à ce que l'on retrouve à la même époque en Chine ou en Europe, où là-bas, les conquêtes pour imposer sa religion aux autres étaient plutôt courants. Mais Genghis Khan sait bien qu'il est impossible d'imposer une seule et même culture lorsqu'on a pour ambition d'avoir un empire aussi grand. Bon, en gros, il veut que tous les peuples qu'il envahit deviennent des nomades, pour que le monde finisse par ressembler à ce qu'il appelle les steppes éternelles. Il rend par exemple l'adultère illégal. Il autorise les femmes à rejoindre son armée, il crée des impôts, met en place une administration, bref, un véritable empire se crée. Ces lois sont très strictes, la plupart du temps, si vous vous écartez des règles, vous finissez exécuté. Mais ça lui permet de se placer en chef suprême. Il est à la fois craint, mais aussi à respecter. Après l'unification des tribus mongoles et la consolidation des frontières de son empire, Genghis Khan ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin, et il voit un nouveau territoire à conquérir, la Chine. Avec son armée, il contourne la muraille de Chine avant d'assiéger Pékin. Un siège long et coûteux pour les Chinois, on évoque même des cas de cannibalisme dans la cité. Et malgré leurs efforts, Pékin tombe aux mains des Mongols après 4 ans de siège. Genghis et son armée ravagent la cité, tuent à tour de bras et continuent leur périple en Chine, là aussi en rasant tout sur leur passage. Car oui, là aussi c'est une particularité de Genghis Khan, il ne comprend pas trop l'intérêt des villes en tant que nomade, et donc dès qu'il en voit une, il a un peu envie d'immédiatement de l'anéantir. Après ses conquêtes à l'est, il se tourne vers l'ouest.
C'est avec une armée de 100 000 hommes qu'il envahit en 1218 le royaume du Khwarezm, actuel Iran, Irak et Afghanistan. Genghis Khan détruit tout sur son passage et son empire s'agrandit. Il obtient une réputation d'homme de grande cruauté. Il a servi les peuples et certains évoquent des méthodes d'exécution pas franchement reluisantes. On raconte en effet qu'il fait exécuter un commandant ennemi en faisant couler de l'argent fondu dans ses yeux et ses oreilles. Oui, c'est complètement du Game of Thrones. Mais avec le temps, et grâce aux précieux conseils de ses conseillers, il comprend enfin l'intérêt des villes. Déjà pour préserver la paix, et surtout quand on veut agrandir son empire, l'agrandir en massacrant tout le monde, ça marche pas très bien. Mais surtout les villes ouvrent la voie vers le commerce, ce qui facilitera grandement par la suite l'essor de l'empire mongol. Le Khan semble donc plus apaisé, et son empire, désormais gigantesque, qui s'étend des côtes chinoises à l'est aux confins du Moyen-Orient à l'ouest, semble avoir trouvé un semblant de stabilité. Genghis Khan est désormais un homme âgé, mais qui souhaite toujours agrandir son empire. Mais un événement va le précipiter vers sa fin. Il fait une chute de cheval, malgré la douleur, il vivra encore quelques mois, avant de s'éteindre en août 1227, autour des 70 ans. Genghis Khan est mort, mais pas son rêve. Élevé au rang de quasi-divinité par son peuple, il continuera en son nom son projet d'expansion. L'empire mongol deviendra le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, recouvrant 30 millions de kilomètres carrés. Les descendants de Genghis Khan continueront son œuvre. L'un des plus connus, que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, est son petit-fils Kubilai Khan, qui aura à son service un certain Marco Polo. Genghis Khan laisse derrière lui un héritage colossal. Il est vu par certains comme un barbare sanguinaire. On estime les victimes de ses conquêtes à 40 millions, soit, tenez-vous bien, 15% de la population mondiale de l'époque. C'est beaucoup et vous comprenez pourquoi quand on parle de lui dans certains pays encore aujourd'hui, ça rappelle pas des bons souvenirs. Mais pourtant, Genghis Khan était aussi un chef militaire exceptionnel, sans doute le plus grand conquérant de l'histoire. Il est parti de sa petite tribu nomade et a fondé le plus grand empire de l'histoire. Et bon bah pour ça, il a dû utiliser la force, même au sein de son propre peuple. Il a su presque à lui seul apporter la culture, l'écriture, la paix, la prospérité et la stabilité à un peuple qui n'avait jamais connu ça auparavant. Mais bon, vous l'avez sûrement remarqué, aujourd'hui la Mongolie est très loin d'être une grande puissance. Alors c'est où que ça a merdé? Ça serait trop long à détailler ici, mais en gros, l'empire est trop grand et trop difficile à organiser. Malgré la mise en place d'une administration solide, d'un réseau d'espionnage et de postes très en avance sur son temps, les descendants de Genghis Khan n'ont pas son talent et enchaînent défaite sur défaite. Par exemple, ils perdent face aux armées européennes et ratent complètement leur invasion du Japon. Et bon bah au bout d'un moment, tout s'est écroulé. L'empire mongol s'effondre ainsi vers 1368, même pas 2 siècles après sa création. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui pensent à soutenir la chaîne, que ce soit sur Utip ou en souscrivant à la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.